Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et donc on continue sur Radio Anthropocène, toujours en direct, toujours en public du festival à l'école de l'Anthropocène 2025. Et aujourd'hui, on est au Comédia. Alors merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous, d'avoir été aussi nombreux pendant tout le festival. On va maintenant se demander ensemble ce que l'archéologie a à dire de l'Anthropocène avec Clotilde Chamussy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va tous se tutoyer ? Ouais. Vous êtes d'accord ? On fait comme ça. Ouais, on ne s'est pas posé la question avant, mais du coup, ça me semble plus facile. Donc, Clotilde, tu es archéologue, vulgarisatrice scientifique, vidéaste web et créatrice de la chaîne YouTube Passé Sauvage. C'est bien ça ? C'est bien ça. Avec toi, il y a Lucas Pacotte. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors toi, tu es archéologue également, professeur d'histoire, auteur pour les chaînes YouTube Passé Sauvage et Nota Bene. C'est ça, ouais. Et ouais, j'ai rien oublié. Non. Et vous avez publié ensemble, tous les deux, l'ouvrage La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent au changement climatique depuis 3 millions d'années, chez Robert Laffont en 2024. Et avec vous, pour échanger, on est avec Gillian Akaraz. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Et toi, tu es chargé de projet en médiation scientifique et développement culturel au service archéologique de la ville de Lyon. Alors, Lucas et Clotilde, vous avez donc écrit La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent au changement climatique depuis 3 millions d'années. La première question qui me vient, c'est pourquoi, en tant qu'archéologue, travailler sur ce sujet qu'est le climat ? Alors, quand on fait de l'archéologie, ça paraît évident, mais c'est vrai que pour le grand public, il faut l'expliquer. Faire de l'archéologie, c'est de s'intéresser à tout ce que l'humain fait, pense, sa manière de vivre, et donc aussi son environnement. Mmh. Parce que le climat a changé. C'est pas pareil de vivre il y a 15 000 ans et aujourd'hui. Donc il faut absolument comprendre l'environnement. Ensuite, quand on vit à Lyon, on a un exemple parfait d'un climat du passé, c'est le Gros Caillou. Ouais. Voilà, c'est une preuve qu'il y avait des glaciers qui venaient jusque sur la colline de la Croix-Rousse. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu cette histoire-là, ou peut-être que Gillian peut le faire je lance la balle. Le Gros Caillou, c'est un bloc erratique. Il y en a un peu partout autour des Alpes. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie. Et quand il a été trouvé, en fait, rapidement, on s'est rendu compte que c'est une pierre qui n'a rien à faire là, géologiquement. Hein. On est dans un univers ici sédimentaire. Hein. C'est des dépôts, c'est du grès, c'est du calcaire. Enfin, c'est des pierres assez tendres. Et là, c'est un bloc qui est d'une roche extrêmement dure. Et il n'y a pas 36 manières de faire ça. Il faut de la force, de la pression, de la chaleur. Et en fait, c'est la géologie alpine qui fabrique ces roches dures. Donc le Gros Caillou, il a été poussé lentement pendant des centaines de milliers d'années par des glaciations successives, les glaciers qui charriaient comme ça les gros blocs, et il a été déposé en contrebas de la colline de la Croix-Rousse, là où venait buter le glacier pendant les glaciations. Donc ça, c'est des indices au 19e siècle. Quand on trouve ces blocs-là un peu partout autour des Alpes, il devient assez évident qu'il y a eu des climats bien plus froids, ou en tout cas des grandes variations climatiques. Ouais. Et une histoire très ancienne. Là, c'est difficile de s'accrocher à un récit biblique quand il y a des cailloux aussi anciens. Avec une chronologie très courte qui ferait remonter la Terre à seulement 6000 ans. Voilà, quand on trouve des blocs et qui ont dû être poussés pendant très longtemps, on se dit ça va être un peu plus compliqué et plus long que ça. Et donc, tu fais ce lien avec cette histoire donc biblique et cette histoire ancienne de la Terre. Est-ce que tu peux le développer ? Là, comme ça, non, pas trop. Non, mais en fait, oui, la manière dont le climat a varié, c'était envisagé avant le 19e siècle uniquement avec les éléments de la chronologie biblique, et on pensait au déluge, souvent on pensait à des catastrophes. Okay. Voilà, donc quand on trouvait par exemple des fossiles dans des couches de montagne, on se disait c'est des organismes qui sont morts avec le déluge, il s'est passé quelque chose, mais c'était toujours de l'ordre de la catastrophe, et on se raccrochait à ce qui était mentionné dans le texte. Faire après avec des disciplines scientifiques de la géologie moderne, on a battu en brèche ça assez rapidement. Oui. Gillian, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste toi ton travail et comment au service archéologique de la ville la question environnementale et climatique est abordée ? Alors au pôle médiation scientifique du service archéologique de la ville de Lyon, on a donc différents champs, nos missions ont différents champs. D'abord le champ des scolaires, avec des actions en classe, des projets menés tout au long de l'année, et des actions sur le champ social, avec d'autres publics, des publics empêchés, publics jeunes et moins jeunes.
et comment la question climatique apparaît ou transparaît au service archéologique. On va avoir par exemple un spécialiste géomorphologue qui lui va questionner un peu la topographie, sa composition, comment le paysage a été dessiné, soit par l'action de l'homme, soit par l'action naturelle. On va avoir aussi d'autres spécialistes, palynologues, carpologues, qui eux vont étudier les pollens des essences anciennes, si elles sont absentes ou présentes, qui peuvent induire des données sur le climat actuel. Voilà, et on va croiser toutes ces disciplines pour pouvoir approcher un peu les questions environnementales anciennes. D'accord, parce que le travail du service archéologique de la ville, c'est vraiment des experts qui s'intéressent à l'histoire de la ville de Lyon en particulier. Alors oui, le service archéologique donc, est un service municipal donc, qui prend place, les opérations archéologiques prennent place dans le cadre d'aménagements. En amont de ces aménagements, voilà, alors, des aménagements de tout type, hein, ça peut être la construction d'un immeuble, des plantations d'arbres, réfection de trottoirs ou de voiries. Et donc, il y en a beaucoup en ce moment. Effectivement, il y en a beaucoup et ça se voit au service qu'on a du mal à pouvoir mettre un collègue par chantier, c'est assez compliqué en ce moment. Voilà, donc nous, c'est de l'archéologie préventive, donc qui se passe en milieu urbain pour le coup, et qui va surtout s'intéresser à Lyon, dans une zone délimitée qui prend bien sûr le Vieux-Lyon, la colline de Fourvière, la Presqu'île, une partie des pentes de la Croix-Rousse et du 7e arrondissement. D'accord. Pourquoi cette zone exactement ? C'est une zone qui a été délimitée il y a plusieurs années et qui correspond à ce qu'on appelle la ZPPA, la zone de présomption de prescription archéologique. On a décidé qu'à l'intérieur de cette zone-là, il y avait un fort potentiel archéologique et donc il fallait systématiquement à l'intérieur de cette zone faire appel aux archéologues en amont d'un aménagement. D'accord. Et du coup, les travaux de services comme ceux de la ville de Lyon, est-ce que c'est des sources que vous mobilisez dans vos travaux ? Alors pour ce qui est du livre sur l'histoire du climat, il n'y avait finalement pas vraiment d'exemples très locaux, mais oui, toute cette documentation qui est publiée, de toute façon, ça finit par faire des sources qui sont après accumulées, croisées entre elles, et qui, voilà, ce travail quotidien de l'archéologie préventive, il est comment dire, vecteur de grandes avancées et puis de documentation qui se cumule, hein, voilà, c'est la recherche en train de se faire. Donc le fait d'avoir des professionnels sur le terrain qui font de l'archéologie préventive au quotidien, c'est quand même une chance exceptionnelle. Il faut rappeler pour le public que tous les rapports d'opération, hein, des chantiers préventifs peuvent être consultés. Voilà, il faut en faire de la demande, mais c'est de la science aussi qui a vocation à être rendue publique. Donc bien sûr, comme tout le monde n'a pas la possibilité d'aller fouiller dans les archives ou de demander chaque rapport de chaque fouille qui a eu lieu, après ça va être notre travail effectivement d'aller chercher ce qui peut être pertinent et de le vulgariser. Ouais. Et justement, on va profiter, on va se faire un peu de pub, mais le service archéologique a une émission sur Radio Anthropocène qui a cette vocation justement à mettre en lumière et à vulgariser, à médiatiser le travail qui est fait, qui s'appelle Micro et Truelle, que je dise pas de bêtises, et qui est animé par Naïs Nova une fois par mois. Mais ouais, effectivement. Et justement, on a parlé un petit peu du travail de Gilliane. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus précisément l'ensemble, votre approche et ce que vous faites au quotidien, vos vidéos, comment est-ce que vous travaillez ? Oui, alors nous, depuis 9 ans, on a quitté le terrain archéologique, on fait de la vulgarisation, et on fait du documentaire, que ce soit en film ou en livre. Alors jusqu'à très récemment pour des publics à partir de 20 ans, on va dire, et puis on a commencé à faire de la vulgarisation pour les plus jeunes. On a un livre qui s'appelle « Des animaux plein la tête » et ça parle justement de changement climatique et de la domestication des animaux pour les 9-10 ans. Et donc voilà, nous, notre travail, c'est à la fois d'aller filmer le travail des archéologues sur le terrain, donc des fouilles en France, en Croatie, en Arabie Saoudite. Voilà, on a fait plusieurs choses comme ça, avec un rythme régulier, c'est-à-dire qu'on parle d'archéologie sous tous ses formats. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça va de 1 minute à 40. Pour que ce soit le plus accessible possible, pour travailler des différentes écritures, et puis rencontrer aussi les gens en public, faire des émissions de radio, on teste tous les formats.
Et d'ailleurs, en parlant de vos livres, ils sont tous, vous en avez 2 livres ensemble, c'est bien ça? Il y en a 5. 5 tous les 2? Oh là, mais moi j'en ai vu que 2. Mais en tout cas, les 2 que j'ai vus, donc le dernier dont on a parlé juste avant et celui que tu viens de citer, ils sont à retrouver à la librairie en bas, l'œil cacodilate, pendant toute la durée du festival. Et justement, pour parler du dernier livre, c'est quoi l'ambition du livre? Alors je me permets de poser cette question parce que vous l'abordez un petit peu en introduction. Et lors de la soirée d'ouverture du festival, Michel Feher, spécialiste des extrêmes droites, nous expliquait qu'aujourd'hui, les arguments assez rationnels sur les questions climatiques et environnementales face à la montée des extrêmes droites, et ça n'avait plus une énorme utilité. C'est-à-dire que là, il fallait passer plutôt que d'essayer de convaincre, il fallait passer dans une phase de combat. Enfin, en tout cas, c'était lui son approche. Comment est-ce que vous positionnez dans cette période un peu de trouble qui s'accentue? Déjà, c'est se positionner, c'est-à-dire occuper l'espace, partout, tout le temps. C'est pas... Oui, c'est ce que tu dis est vrai. C'est pas une question de science, en fait, les climato-sceptiques. Ça ne se situe pas là. C'est plus une question de renoncement et de manque de courage. C'est ça. Donc, peu importe, dans ce brouhaha négationniste, il faut proposer à la majorité silencieuse, parce qu'elle est là. Il y a plein de gens qui cherchent du contenu. Et puis, il y a tous les enfants qui vont aussi avoir besoin de ce contenu. Il faut le créer, il faut le rendre disponible. Et le gros du travail, et c'est l'enjeu de ce livre, c'est de rendre accessible de la documentation qui est scientifique, qui est très difficile à lire, qui est inaccessible quand on n'est pas spécialiste et qui est en anglais. Et donc là, nous, avec ce livre, on voulait, en quelques pages, rendre accessible en français de la donnée qui se fait en anglais, de la recherche en anglais. Quand Clotilde dit occuper l'espace, elle a raison, parce que quand on a fait ce livre, alors depuis il y a quand même des choses qui sortent un petit peu, mais il y avait un seul autre livre qui prétendait faire cette histoire du climat et sur le temps long avec des humains qui s'y adaptent, et il est fait par un climato-sceptique qui cite pas ses sources, invité sur les plateaux de CNews, qui a été... ne faisons pas de pub pour ce livre, justement, mais donc il y avait un vrai enjeu à donner un contrepoint, et le contrat avec le lecteur, c'est la bibliographie qui est très longue. Voilà, il y a des centaines de références, tout est sourcé, on peut aller lire ça, télécharger ça dans les grandes revues. Donc il y avait besoin d'occuper cet espace et de donner une possibilité. D'ailleurs, je fais un petit appel à la bibliothèque municipale de Lyon, parce que j'aimerais bien que notre livre soit présent sur la même étagère que le livre du climato-sceptique en question, et pour que les lecteurs aient le choix, avoir les deux côte à côte. Et si nos amis de la bibliothèque municipale nous entendent, le message est passé. Est-ce qu'on peut poser cette même question à un agent de la ville de Lyon ou du service archéologique de la ville de Lyon sur le positionnement dans ces périodes de montée d'extrême droite et de négationnisme? Alors nous, on n'a pas vocation à faire de la politique à l'intérieur de nos médiations. On a un service public, donc on essaie de rester le plus neutre possible. On essaie de susciter un questionnement auprès de nos publics, et ensuite on le laisse avec son questionnement, et lui-même va le rattacher à des a priori politiques ou des idéaux politiques. Mais on est là pour essayer de questionner, faire un pas de côté, parfois aussi sur des idées reçues. Je rejoins Clotilde sur la majorité silencieuse. On n'abandonne pas le combat, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un effet loupe depuis plusieurs années sur ceux qui ont abandonné le combat, ceux qui sont dans le déni, ceux qui refusent ces évidences. Et pour autant, il y a plein de personnes qui, elles, n'ont pas pris position, qui ne sont pas forcément acquises à notre cause d'ailleurs, mais qui juste n'ont pas pris position. Et donc, il y a tout ce public-là à essayer d'aller achoper, essayer comment dire, on les porte, on essaye de porter avec eux une réflexion en leur apportant des éléments assez neutres pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes une propre idée de l'archéologie, de ces questionnements par rapport à ça. Alors il y a une question aussi qui revient assez souvent, c'est de savoir comment est-ce qu'on connaît les variations climatiques justement du passé. En tant qu'archéologue, comment est-ce que c'est visible? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Oui, c'est tout l'enjeu de la longue introduction de notre livre, parce qu'avant de dérouler des exemples, on ne voulait pas que le lecteur nous fasse confiance aveuglément. Donc l'objectif, c'était aussi d'expliquer comment a varié le climat, comment on sait qu'il a varié. Donc on explique qu'il y a en fait beaucoup de méthodes qui sont complémentaires, c'est-à-dire que celle qui est souvent assez connue, c'est d'aller faire des carottages dans les glaces du Groenland ou de l'Antarctique, voilà, parce qu'on va aller trouver les bulles d'air qui sont très anciennes et qui ont été piégées par l'accumulation de la glace. Dans ces bulles d'air, on peut analyser par exemple le taux de CO2
voir que il y a 800 000 ans, il y avait tel taux de CO2 dans l'atmosphère, etc. Après, il y a beaucoup de méthodes très complexes. On va par exemple faire des analyses des isotopes, donc des différentes versions des atomes, on pourrait dire, dans des bois fossiles, dans des stalactites de grottes. Voilà. Et on peut reconstituer aussi l'activité solaire avec ces isotopes. Après, on accumule ces données, c'est-à-dire que chaque étude de chaque spécialiste est un point sur la toile en quelque sorte, et l'accumulation de ces données et le croisement de ces données permet de reconstituer des grandes variations climatiques. Tu as parlé tout à l'heure des pollens. Voilà, les pollens, c'en est une autre. On va faire des carottages dans des lacs, et puis on voit qu'il y a 10 000 ans, il y avait des arbres beaucoup plus froids qu'aujourd'hui, etc. Donc, il faut se rendre compte que c'est des technologies de pointe. Enfin, c'est pas quand on a accès justement à des rapports de fouilles ou enfin des rapports de laboratoire ou des livres de vulgarisation, on a l'impression que c'est facile, mais on a des données ultra précises et c'est une grande chance d'avoir toutes ces données avec un tel niveau de précision. Et c'est pas juste voilà, des carottes de glace. Enfin, moi, je le vois pour être présente sur les réseaux sociaux, des gens qui pensent que une carotte de glace, c'est un glaçon, il n'y a rien dedans et qu'on peut pas faire confiance à ça. Enfin, et je pense qu'il faut... Alors, on peut pas attendre des gens de comprendre un schéma dendrochronologique ultra précis ou la lecture d'une carotte de glace, mais quand même rappeler toujours que c'est vraiment des technologies ultra pointues avec des gens derrière qui sont ultra spécialistes de leur domaine. Voilà. Et qu'on connaît l'histoire du climat sur 800 000 ans. Ouais. Ah, ça, c'est énorme. Et bientôt 1 million d'années, ouais, on va y arriver. Là. Pour les carottages de glace, nous, les données qu'on a utilisées, c'était celles de forage français EPICA sur le dôme C de l'Antarctique, pour être précis. Donc, ils ont réussi à aller trouver de la glace qui a 800 000 ans. C'était les données les plus anciennes. Et depuis, il y a eu des pré-publications, donc des choses qui ne sont pas encore complètement étudiées, mais des Américains qui ont sans doute atteint le million d'années, donc qui ont réussi à trouver une épaisseur de glace plus importante. Et peut-être même, il y en a qui ont été très malins, plutôt que d'aller forer au milieu de l'Antarctique, ils sont allés forer sur les bords, là où la glace est en train d'être rejetée naturellement par un mouvement du centre vers l'extérieur. Elle est en train de glisser dans l'océan. Ils sont allés l'attraper juste avant qu'elle glisse. Et donc là, on aurait peut-être de la glace qui aurait 6 millions d'années ou quelque chose comme ça. Donc l'objectif, c'est d'essayer de remonter le plus loin possible. Tout ça pour montrer les variations donc, naturelles du climat à l'époque et en contrepoint, pouvoir parler de celles qui se produisent aujourd'hui. Parce que on ne l'a pas dit encore, mais le projet de ce livre sur l'évolution des climats du passé, c'est évidemment d'aboutir au dernier chapitre et à celui qui nous concerne tous, c'est-à-dire la crise actuelle, et qu'on peut nommer Anthropocène, justement. Ouais, un petit mot qu'on connaît un petit peu voilà. à la radio. On va l'évoquer juste après. Moi, je voulais juste te poser la question, toi, Gillian. À Lyon, moi, je suppose qu'on ne remonte pas sur 6 millions d'années, mais... Pas de carottage dans des glaces. mais comment est-ce que les fouilles peuvent être impactées justement par cette variation du climat sur je ne sais pas quelle temporalité on peut se... Alors, ça ne va pas être les fouilles qui vont être impactées, mais ce qu'on va y trouver dans les fouilles. À Lyon, on peut faire du carottage sédimentaire et on peut lire dans les couches successives, dans la stratigraphie aussi, des phases chaudes du climat, des phases froides, voire humides. Qu'on peut coupler aussi, Clotilde parlait de la dendrochronologie, on peut étudier aussi les cernes de bois qui peuvent nous indiquer des périodes aussi très sèches ou des périodes très humides. Tout ça est croisé pour pouvoir approcher quelque peu la réalité climatique des périodes anciennes. Après, les données, nous, dans un cadre d'archéologie préventive, le temps est compté. On n'a pas, comme en archéologie programmée, un temps long avec des financements conséquents qui pourraient permettre de faire des études très ciblées sur tel aspect du climat ou tel autre aspect. Les données sont quand même compilées, enregistrées, c'est le travail des archéologues, ils le font très bien, puisque la plupart sont ensuite soit réenfouies, soit détruites. Et après, ces données sont mises à disposition de chercheurs qui ont peut-être un peu plus de temps, un peu plus d'argent pour pouvoir mener ces études-là, récupérer ces données et les mettre en perspective avec d'autres données. D'accord. Et donc ça m'amène à un autre sujet, c'est l'interdépendance entre climat et humanité et évolution de l'humain. Donc on le sait, l'être humain modifie son environnement et le climat, mais vous l'expliquez dans votre livre, le climat a aussi lui-même fait évoluer, en tout cas l'humain d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu justement de cette interdépendance ? Ce qu'on a beaucoup débattu en fait dans les milieux des paléontologues, c'était justement la synchronicité entre de grands changements climatiques et puis l'apparition de l'espèce humaine.
Et il y a eu plusieurs théories depuis les années 70, pour faire court. On pensait en particulier, c'était Yves Coppens, le grand paléontologue français qui était au Collège de France, qui pensait que l'apparition de l'espèce humaine était synchrone avec l'aridification de l'Afrique de l'Est. Grosso modo, il y avait un modèle qui disait il y a la vallée du Grand Rift qui sépare l'Afrique de l'Est du reste de l'Afrique, qui s'est écartée entre il y a 5 et 4 millions d'années, et puis ça a continué depuis. À l'ouest, on aurait eu une forêt humide, la grande forêt du Congo, avec du coup des espèces de grands singes qui sont les chimpanzés et les gorilles. Et puis à l'est, on aurait une Afrique plus aride avec des hominidés, etc. Donc depuis, ça a beaucoup été nuancé, débattu. Aujourd'hui, on pense plutôt que c'est au contraire des grandes périodes humides, celles qui rendent le Sahara vert et qui propagent des prairies et la forêt bien plus au nord, qui auraient permis au contraire aux hominidés de progresser très loin. Après, peut-être faire des régions refuges. Voilà. Donc, c'est une grande question qui n'est pas tranchée, vraiment, parce que c'est très complexe, parce qu'on parle de périodes pour lesquelles on a un nombre de fossiles, finalement, qui sont très, très restreints, très peu nombreux. Et l'évolution de la recherche, en ce moment, elle est plutôt en train de se demander si ce n'est pas, effectivement, ces grandes périodes humides qui aurait favorisé l'expansion de l'humanité en Afrique et puis au-delà, avec les moussons asiatiques. Voilà. Nous, on fait le point là-dessus dans le livre et on n'a pas de réponse ferme et définitive. C'est pas notre projet de prendre parti spécialement pour une théorie ou pour une autre. Enfin voilà, on est encore une fois, là, faut être ultra spécialiste et donc on donne cet aperçu de la recherche et work in progress, on aura des nouvelles dans les années qui suivent. Et vous citez un certain nombre d'exemples. Vous avez peut-être d'autres façons d'illustrer ça, cette interdépendance entre l'évolution humaine et les évolutions du climat. Je pense par exemple à la rupture du glacier canadien qui aurait... Pire catastrophe climatique de l'humanité pour l'instant. Oui, c'est un glacier qui a rompu au Canada en 6200 avant Jésus-Christ. Ça s'appelle l'événement 8200 BP. Bon, BP, c'est Before Present Birth. C'est des dates de préhistoriens. Et cette eau douce, très très froide, s'est déversée dans l'Atlantique et a modifié complètement le climat. Faut imaginer, c'est 163 000 kilomètres cubes d'eau. Donc la conséquence, c'est vraiment une aridification de l'Europe. Bref, c'est vraiment des mécanismes très lents, très, très complexes qu'on explique dans le livre. Et on constate à ce moment-là qu'il y a des abandons de villes en Turquie, pourtour de la Méditerranée. Et un espèce de hiatus, on retrouve pas vraiment on sait pas trop où les humains vont à cette époque. Alors sans doute parce que c'est des villages en matériaux plus périssables. Mais voilà, des catastrophes climatiques, il y en a eu beaucoup par le passé et l'archéologie le constate par des abandons, des destructions, des changements de mode de vie. Voilà, c'est un peu le schéma de l'enquête, quoi. On constate des choses, on essaye de comprendre, et parfois, oui, il y a des incidents climatiques qui l'expliquent en partie. Cet événement, il avait été repéré dans les années 60 par un palynologue, justement, suisse, qui faisait des carottages dans les lacs suisses. Et il avait trouvé un pic de froid de 150 ans, autour de la date donc, de 6200 avant Jésus-Christ. Et on ne savait pas trop ce que c'était. Ça a été constaté dans beaucoup d'autres endroits d'Europe. Et on a remonté la piste. Et au début des années 2000, a été identifié le glacier canadien dont a parlé Clotilde. Et en parallèle, beaucoup d'archéologues, que ce soit sur les sites européens ou méditerranéens, voyaient des abandons de sites archéologiques assez synchrones avec cet événement. Donc là, voilà, tu l'as dit, c'est une enquête. Il y a des paléoclimatologues d'un côté, des archéologues de l'autre, et puis au bout d'un moment, ils regardent leurs données et ils voient que ça correspond. Ils communiquent. Voilà. ce qu'ils font de manière beaucoup plus exacerbée aujourd'hui. Et voilà, c'est des gens qui communiquent beaucoup maintenant. Ouais. Pour cette question. Et à Lyon, est-ce que, j'imagine que c'est pas des événements de cette ampleur-là, mais est-ce qu'on voit des évolutions climatiques qui ont fait évoluer les façons d'habiter la ville et le territoire ? Alors, on ne va pas avoir un recul de plusieurs centaines de milliers d'années ou dizaines de milliers d'années pour pouvoir expliquer des phénomènes majeurs. Mais sur la topographie, par exemple, on va pouvoir voir qu'à Lyon, le cours du Rhône et de la Saône vont profondément remanier à différentes reprises l'implantation humaine à Lyon.
Parfois, l'homme va être contraint. Parfois, c'est l'homme qui va contraindre ce cours naturel du Rhône et de la Saône. Donc là, le rapport, on va dire, on n'est pas sur du climat, mais plutôt sur la nature, les effets de la nature, là va induire un rapport de force avec l'installation humaine à Lyon. Et on va pouvoir voir des changements en fonction de ces interactions. Alors, autour de la table, on a un petit peu deux visions et deux façons de faire de la médiation. Gillian, de ton côté, tu t'inspires, toi, forcément, de ce qui... Enfin, non, pardon, je reformule ma question. Est-ce que tu t'inspires des contenus, des créations que font des youtubeurs ou d'autres influenceurs sur ces questions-là, sur les réseaux? Alors, pas du tout. Ok. C'était, quand j'ai été invité à l'émission, je me suis dit, mince... Je connaissais pas cette chaîne YouTube, enfin de nom, mais je l'avais pas pratiqué. Et c'est là où je me suis questionné moi-même en me disant, mais en fait, tout cet aspect-là de médiation, notamment sur les réseaux sociaux, que sont YouTube ou d'autres, je passe totalement à côté. Alors, ce qui n'est pas le cas de ma collègue, nous sommes deux au service médiation du service archéologique de la ville de Lyon. Elle est beaucoup plus branchée là-dessus. Voilà, moi, je vais plutôt aller vers des sources traditionnelles où je vais aller puiser ma connaissance. Et tu parles de Naïs. De Naïs Nova, voilà. C'est ça. Qui était invité et qui a préféré t'envoyer vu que tu n'es pas... Et en regardant ces vidéos, je pense que je vais opérer un réel changement. Pas forcément pour moi, mais je le vois au quotidien quand je suis avec des profs, sur des projets, avec des élèves. Les profs sont souvent en demande d'un complément à nos actions de médiation ou d'une source à hauteur d'enfant, à compréhension d'enfant ou à compréhension d'un jeune public. Et les ressources de l'éducation nationale ne sont pas forcément adaptées. D'autres ressources sont parfois inexistantes. Enfin, j'avais du mal à trouver. Là, pour le coup, j'ai eu plein d'idées en me disant là, quand je vais traiter tel sujet, je vais pouvoir envoyer tel prof ou tel public vers ce type de support. D'accord. Et justement, tu parles de sujet. Moi, c'est une question que je me pose. C'est comment est-ce que aussi ça modifie la façon de faire de la médiation entre d'un côté, peut-être que vous devez choisir vos sujets. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Et toi, tes sujets, je suppose qu'ils te sont imposés. Ils me sont imposés d'une certaine façon, c'est-à-dire que je suis là pour valoriser les travaux archéologiques de mes collègues, les résultats qui en sont issus, les techniques. Donc, en fonction des découvertes, en fonction de tous ces paramètres-là, je vais choisir tel ou tel type de médiation. Donc, voilà, ça va dépendre des travaux. En ce moment, il y a des opérations archéologiques au cimetière de l'Oyasse, il y a de belles découvertes, donc on va se pencher là-dessus pour les prochaines semaines et peut-être les prochains mois pour valoriser cet espace-là. Et vous, comment est-ce que vous choisissez vos sujets tous les deux? On vit ensemble, donc on discute. C'est la curiosité, c'est les sujets qu'on a envie de comprendre, en fait. C'est assez totalement simple. Égoïste. Ouais. Pas de... Il y a des sujets qu'on ne traite pas. Le Moyen-Âge, pas trop. On parle peu, oui. Mais voilà. C'est à la fois notre imaginaire, nos centres d'intérêt, et puis quand tu dis oui, c'est égoïste dans le sens où pour expliquer quelque chose, il faut l'avoir suffisamment bien compris. Donc quand on a envie de comprendre une question à fond, ou qu'on voit quelque chose qui sort, ou des nouveaux sites, ou quelque chose qui nous a attrapé, je sais pas, par exemple, il y a une vidéo qu'on a fait sur les contacts pré-colombiens, donc avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, entre la Polynésie et l'Amérique du Sud. Parce que en lisant complètement autre chose, il y avait une phrase au détour d'un paragraphe qui disait « Comme on le sait, les Tahitiens sont allés au moins une fois en Amérique du Sud puisqu'ils en ont rapporté la patate douce. » Point. Et après, l'auteur passait à autre chose. Et moi, ça m'a... Je ne connaissais pas cette histoire et c'était une révolution pour moi. Ouais. Et donc, après, on s'est dit il faut faire une vidéo là-dessus. Du coup, on est allé chercher toutes les sources disponibles. On a écrit aux chercheurs en Australie qui avaient travaillé la question pour qu'ils nous envoient les PDF parce qu'on ne les trouvait pas dans les bibliothèques françaises, etc. Et donc ça, le sujet, il s'impose à nous parce que c'est trop bien comme histoire. Quoi. Chacun ses sensations fortes, quoi. Ah ouais, ça a l'air. Il y en a, c'est les manèges à Disney. Il y en a, c'est les manèges à Disney. Nous, c'est la patate douce en Amérique du Sud. Mais c'est vraiment très intéressant de discuter là avec Gillian, pardon, parce qu'on fait un peu le même travail, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas accueillir du public physiquement et montrer les choses et faire avec eux. Il y a vraiment ce médium de l'écran, de la vidéo, et c'est une pratique en fait très artistique.
On est artiste-auteur, globalement. Donc, des fois, on a justement des écoles qui nous contactent pour qu'on fasse des ateliers. Ça, on ne peut pas le faire. Okay. Ça, c'est toi qui le fais. Et c'est complémentaire. Et heureusement, c'est vraiment beaucoup plus riche comme ça. Et ça m'amène à une question, cette interface avec le public, donc sur YouTube, comment il se fait ? Enfin, est-ce que ouais, tout se passe bien? Il n'y a pas de... Ah non, mais c'est bien aussi de le dire parce qu'on a surtout des mauvais retours quand même comment dire, des commentaires en ligne. Nous, sur la chaîne Passé Sauvage et sur les réseaux, on est vraiment une super ambiance. Okay. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des soucis et des commentaires vraiment problématiques, mais on a fait une communauté et c'est une espèce de petite armée qui s'autogère et qui fait bloc dès qu'il y a un commentaire problématique. Et en fait, moi, j'ai très peu de SAV à faire. Ça s'autogère. Et c'est des gens... hyper polis, qu'on rencontre, qui ont tissé quand même des liens. Voilà. Alors qu'à contrario, dans mes actions de médiation, quand je vais arriver dans une classe ou ailleurs, d'ailleurs, tout le monde n'a pas choisi d'être là et tout le monde n'a pas choisi d'écouter ce que je veux bien dire aujourd'hui. Donc le rapport va être un peu différent. Pour le coup, je ne vais pas avoir une communauté qui va me dire... où la voix principale serait c'est super, je vais avoir des enfants ou même des adultes qui vont être très cash en disant qu'ils comprennent pas, qu'ils sont pas d'accord, qu'ils trouvent ça nul. Voilà. Et tu réagis comment ? En général, c'est mon métier, donc je m'adapte, je pose des questions. Ah bon, pourquoi ? En fait, c'est toujours par la question que j'essaie d'apporter un changement de conception, un changement de perception à l'intérieur des personnes. Alors des fois, j'échoue parce que je peux pas faire de la magie. Mais la plupart du temps, je n'échoue pas. C'est-à-dire que là où il y avait débat, il n'y a plus débat. Puis on sent que ça réfléchit un peu plus que ça ne réfléchissait juste avant. Et puis voilà. Donc moi, je repars plutôt content lorsque j'arrive à ce résultat-là. Mais nous, on s'impose vraiment les rencontres en public, justement pour ne pas être que dans les biais de chaque réseau social qui a vraiment un algorithme propre et qui va vraiment faire un forçage anthropique, pour le coup, sur la manière dont les gens écrivent et s'autorisent à être en ligne. Voilà, c'est pas du tout la même chose de faire la vulgarisation sur TikTok que sur Instagram, que sur YouTube. Et quand on fait tout à la fois, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe et ce qu'on peut en attendre. Parce que vous êtes sur tous les réseaux sociaux, j'ai pas... Ouais, à peu près. Ouais. Je suis pas un expert du tout de réseaux sociaux, donc je m'étais un peu arrêté à YouTube. Alors, si vous, votre grande excitation, c'est la patate douce en Haïti, à Radio Anthropocène, c'est un petit mot, justement, c'est l'Anthropocène. Comment est-ce que vous la comprenez, cette notion, ce terme, ce concept, en tant qu'archéologue ? Je vous pose la question à tous les trois. Parce que c'est très intéressant en fait parce que c'est une question qui est peut-être plus politique qu'historique. Les deux chercheurs qui ont enfanté de ce terme-là, donc c'est Stormer et Crutzen, qui sont un biologiste américain et un climatologue néerlandais, si je dis pas de bêtises, en 2000. Eux, ils proposaient une date pour le début de cet Anthropocène et ils donnaient le brevet de la locomotive à vapeur par James Watt, c'est 1784. Voilà. Eux, ils proposent une date, c'est celle-ci. Et nous, dans le livre, on s'est intéressé à cette notion. Donc, Anthropocène, ce serait le nom d'une nouvelle ère géologique qui serait là pour remplacer celle qu'on vit actuellement, l'Holocène, l'interglaciaire qui a débuté il y a à peu près 12 000 ans. Et en fait, si on veut chercher les effets de l'humanité sur le climat, la géologie ou l'écosystème de manière générale, c'est assez difficile de définir une date. Donc eux, ils prennent 1784. Il y a des préhistoriens qui disent qu'en fait, l'extinction de la mégafaune du paléolithique, oui, on a quand même fait disparaître des espèces qui étaient là depuis des millions d'années. Le mammouth, le rhinocéros laineux. Certes, il y a eu un réchauffement, mais ils avaient survécu à d'autres réchauffements il y a des millions d'années. Donc c'est bien nous qui avons poussé à leur disparition. Ça, c'est une action sur la biosphère et qui est notable quand même, faire disparaître des très grands mammifères. Si on s'intéresse plus au climat, on se dit en fait à partir du moment où on s'est mis à défricher les forêts, à cultiver notamment le riz, à élever du bétail, le riz ça émet du méthane par son réseau racinaire, il y a des molécules de méthane qui est un gaz à effet de serre. Donc ce qu'on voit c'est qu'à partir de 4000 avant Jésus-Christ,
l'activité des sociétés agricoles néolithiques fait un tout petit peu augmenter le CO2 dans l'atmosphère. Donc on était sur une trajectoire descendante du CO2 depuis 8000 avant Jésus-Christ parce qu'on avait passé l'optimum climatique naturel. Donc le CO2 se mettait à redescendre un petit peu. Et à partir de 4000 avant Jésus-Christ, il se met à réaugmenter un tout petit peu. Est-ce que c'est pas ça le début de l'Anthropocène finalement? On a là la marque de début des activités humaines sur le climat. Ou est-ce qu'on prend les Romains avec leur métallurgie du plomb qu'on retrouve au Groenland dans les glaciers? Est-ce qu'on prend les grands défrichements du Moyen-Âge, voilà. Est-ce qu'on prend, voilà. Donc la date, le débat historique est intéressant, mais en fait c'est une notion qui est presque plus politique aujourd'hui. Et à qui la faute, enfin, oui, voilà. En fait, est-ce qu'on va pointer une période en particulier ou est-ce que finalement on se rend compte que les activités humaines ont un effet et là où ça devient en fait, on s'en rend compte quand on voit que la Commission internationale de stratigraphie donc, a refusé le terme d'anthropocène. Donc, nous ne sommes pas officiellement pour les géologues dans une ère qui s'appellerait l'anthropocène. On est toujours dans l'holocène. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe, en fait, le mot est passé et le mot est utilisé. La preuve, vous en faites un festival et beaucoup de gens l'utilisent. Et il veut dire quelque chose et il traduit une nécessité d'action. Enfin, les gens s'en sont emparés, donc à la rigueur, moi je suis assez persuadé que la Commission internationale de stratigraphie finira par accepter l'anthropocène, je ne sais pas quand, mais en fait le mot est aujourd'hui, il a un réel sens politique et c'est presque plus comme ça moi que je l'entends. En fait, le débat historique, il est intéressant, mais il ne peut pas vraiment être tranché à mon avis. Mais j'ai l'impression que le refus est aussi du fait du rôle politique du terme. Ouais, sans doute. Gillian, peut-être une réponse sur cette question? Alors, à l'échelle de Lyon, il ne va pas y avoir forcément d'impact. Pas forcément à l'échelle de Lyon. Voilà, le climat mondial ou autre. Mais oui, forcément, s'y intéresse. L'archéologie va étudier le fait humain, le fait social, mais pas que. L'homme dans son interaction avec d'autres groupes d'hommes, voilà, mais aussi l'homme en interaction avec son environnement, ce qu'il en fait, quelle activité va impacter cet environnement, et puis ensuite avec des activités, on a parlé là des Romains et du pic de plomb qu'on a pu retrouver à la période romaine entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. C'est assez d'actualité d'ailleurs. Voilà, c'est à cette manière-là qu'on va s'y intéresser, mais ça va être dans un second temps. Il va y avoir vraiment l'archéologie sédimentaire de terrain qui va venir s'intéresser aux structures et autres. Et ensuite, les données issues de ce qu'on a pu citer tout à l'heure vont concourir à essayer d'étudier cet aspect-là du fait humain. Pour terminer cet échange là qui arrive quasiment à son terme, je voulais poser une dernière question. C'était vous demander en quoi et comment l'archéologie, c'est aussi une science du présent. Comment est-ce que ça renseigne sur notre époque et comment est-ce qu'elle a un rôle donc, politique et démocratique à jouer? C'est des questions qu'on a un peu évoquées tout au long de cet échange, mais pour finir, j'aimerais bien que vous me répondiez sur cette question-là. On le voit quand on écoute des scientifiques du GIEC notamment. Ils insistent de plus en plus sur le rôle essentiel des sciences humaines et sociales pour qu'on puisse accepter les scénarios qui nous sont proposés là pour 2050, parce qu'en fait c'est pas, et parce que les solutions elles vont pas être que technologiques. Il va pas y avoir une technologie miracle qui va nous sauver, et ça va passer par le champ symbolique, par les interactions sociales, par l'abandon de certaines habitudes, et ça c'est les sciences humaines et sociales qui peuvent nous aider. Et puis tout simplement le rôle de l'archéologie, parce que c'est une science qui est touche à tout, elle permet d'avoir une culture générale, une culture scientifique de l'humanité globale. Et on a besoin d'avoir une culture scientifique un peu meilleure. On a un petit manque de culture scientifique quand même. Oui, et puis elle donne la perspective sur le temps long, c'est-à-dire elle montre le champ des possibles et voilà, est quand même largement. Elle contribue à ouvrir le débat pour les possibilités d'adaptation, des modèles qui ont existé. Voilà, elle nourrit aussi la curiosité. Je pense que au fond de l'affaire, il y a quand même ça. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, voilà, c'est cette curiosité scientifique. Elle passe par le passé. Alors pour d'autres, elle passe par d'autres choses, mais elle ouvre, comme tu l'as dit, comme elle est touchée à tout, elle ouvre à toutes les disciplines et puis elle permet, voilà, je te rejoins complètement, de construire une culture
une culture scientifique très éclectique. Donc je pense que c'est une porte d'entrée très importante. Mais après, il y a aussi, si on passe par le présent, on sera plutôt du côté de l'anthropologie, mais qui en fait est très, très similaire. Et puis il y a beaucoup de travaux complémentaires entre ces deux disciplines. Mais nous c'est notre credo. On est persuadé effectivement que les sciences humaines et sociales sont indispensables dans l'équation. Parce que comprendre le climat, c'est une très bonne chose. Après, construire des récits, des représentations, les interpréter, voilà, c'est complémentaire et indispensable. Et oui, l'archéologie, en même temps qu'elle ouvre une fenêtre sur le passé, en essayant de questionner certains aspects du passé, on se questionne en parallèle sur nos habitudes du présent. Ça peut passer par les mobilités, ça peut passer par l'alimentation, ça peut passer par le fait culturel ou autre. Donc, au regard de ce qu'on peut découvrir sur des sociétés anciennes, on se questionne forcément et on fait toujours finalement ce va-et-vient entre des questions très actuelles, économiques, politiques, climatiques et autres, et celles d'avant. Et ça permet aussi de voir d'où on vient, voir pourquoi on a telles habitudes ou tels comportements, et de pouvoir les replacer en perspective. Eh bien, tu es en train d'évoquer toute la partie de cet échange que l'on ne va pas pouvoir traiter et que j'avais préparé, mais qui m'aurait extrêmement intéressé et qu'on fera une prochaine fois sur un autre plateau radio avec grand plaisir. Merci à tous les trois, vraiment, pour cet échange. Merci. Clotilde Chamussi, Lucas Pacotte, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? C'est quoi vos actus? On sera au Festival du Livre de Paris le 11 avril. Et pour les gens qui habitent à côté du Mans, le lendemain, on sera à la grotte de Saulges, qui est une grotte paléolithique en Mayenne, où nous allons parler encore une fois du climat et avec les vestiges qu'ils ont sur place. Et donc sur YouTube, la chaîne Passé Sauvage, et avec l'ouvrage La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent au changement climatique depuis 3 millions d'années, chez Robert Laffont. Au service archéo, c'est quoi l'actualité? L'actualité, donc, vous ne pourrez pas me retrouver dans une classe ou un EHPAD ou ailleurs, mais si le public veut retrouver le service médiation, le service archéologique et d'autres acteurs de l'archéologie prochainement en chair et en os, on aura le 13, 14 et 15 juin les Journées européennes de l'archéologie qui vont se passer en partie ici au Comédia avec une projection et en face, sinon au centre Berthelot dans la cour avec un village de l'archéologie qui réunit plusieurs acteurs locaux et régionaux autour des questions archéologiques. Merci beaucoup, et puis surtout, mais aussi tous les mois sur Radio Anthropocène avec l'émission et le podcast Micro et Truelle que vous pouvez retrouver sur le site radio-anthropocène.fr. Et nous, on va laisser la place à Lou Herman pour Sciences dessinées avec Ludivine Stock. Passez une très bonne après-midi sur Radio Anthropocène. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.